Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis bonsoir à ceux qui sont connectés sur nos pages des réseaux sociaux. C'est l'heure maintenant de notre invité, l'invité du Talk. Monsieur Adama Diawara est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est en notre compagnie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. Monsieur le ministre, vous le savez, il y a une question qui fait polémique, c'est la question de l'orientation des nouveaux bacheliers. Depuis plusieurs semaines, notre question elle est simple, monsieur le ministre, comment vous gérez cette situation? Parce qu'on a eu sur ce plateau des syndicats qui ont estimé pour certains que vous ne leur prêtez pas oreille attentive. Ils ne les écoutent même pas. Certains ont dit, monsieur le ministre, comment vous gérez cette situation-là pour le bien de tous les Ivoiriens, des enfants des Ivoiriens? Merci pour la question. Je pense que ce soir, on va essayer d'éclairer la lanterne de tout le monde. Vous savez, en pareille circonstance, quand il y a un seul son de cloche, c'est difficile à appréhender les choses. On va essayer d'être synthétique. Alors c'est simple. Lorsque les résultats du bac paraissent, le ministère en charge de l'Éducation nationale qui organise le bac nous remet le fichier des nouveaux bacheliers. Et à partir de là, nous ouvrons notre plateforme de préinscription qui permet aux bacheliers, aux nouveaux bacheliers, de faire leur préinscription. Et en ce moment-là, les nouveaux bacheliers, ils font 3 choix obligatoires et 1 choix optionnel. Donc ça fait 3 choix ou 4 choix, c'est selon. Au niveau des universités publiques, actuellement, il y en a 8. Il y a 7 qui sont non virtuelles, plus une qui est virtuelle. Il y en a 8 parce qu'il y a une 8e qui s'est ajoutée récemment, à savoir l'université de San Pedro. Alors donc, le nouveau bachelier fait son choix de 3 ou 4 universités publiques par ordre de préférence. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, s'il s'arrête à 3 ou quatrième choix, s'il va jusqu'à 4. Et après, il fait également 4 choix, mais au niveau des établissements privés, c'est-à-dire les universités et grandes écoles privées. Là également, c'est par ordre de préférence, du premier au 4e choix. Mais cela dit, il faut dire qu'au moment de faire le choix, comme il donne le type de bac qu'il a, il est évident qu'il y a certaines filières qu'il ne peut pas choisir. Je prends par exemple un bachelier qui a un bac A2. S'il veut faire mathématiques, informatique, évidemment, il ne peut pas. Il n'a pas dans son éventail de choix, il n'aura pas la possibilité de s'inscrire là. C'est pas possible. Il y a ce qu'il veut et peut-être ce qu'il vaut. Oui, non, mais c'est programmé, en fait. On reviendra là-dessus si vous voulez, parce que c'est une question de cohérence nous-mêmes. Quelqu'un qui a un bac à 2, aller faire mathématiques, informatique, c'est pas possible. Il n'a pas les prérequis, il ne pourra jamais s'en sortir. C'est ça. Exactement. Alors, donc quand ça c'est fini, après on a la commission d'orientation qui vient siéger. Commission d'harmonisation et d'orientation de nouveaux bacheliers qui vient siéger. Alors, vous voyez, souvent j'entends des choses qui me font sourire. Lorsqu'on avait quelques centaines de bacheliers, jusqu'à 1 millier, voire 2 milliers, pourquoi pas, de bacheliers, on peut s'asseoir dans une salle, un certain nombre de membres d'une commission d'orientation et plancher sur les nouveaux bacheliers cas par cas. Pas de problème. Mais lorsque vous avez des dizaines de milliers, comme cette année, on avait 87 095 bacheliers, mais ceux qui se sont préinscrits sur la plateforme d'orientation du ministère, ils étaient 69 332. Alors vous imaginez une commission d'orientation assise pour regarder cas par cas, 69 000 cas. Mais même en une année, on n'aura pas fini. Donc on est obligé d'informatiser. En ce moment, on adopte un certain nombre de critères d'orientation et derrière, il y a un algorithme qui est écrit, qui est élaboré, donc sous forme de code informatique qu'on fait entrer dans un ordinateur. Et en ce moment, le travail est fait de façon automatique. Mais cela dit, les critères aussi, on les connaît. Les critères ne sortent pas de nulle part. Les critères sont définis par les universités. Chaque université définit ses critères d'orientation en fonction de la filière. Alors donc, quand la commission se réunit, les choses sont simples. On commence d'abord par les universités publiques. On commence par orienter dans les universités publiques, ensuite dans les universités privées et pour terminer dans les grandes écoles privées. Alors, quand on commence par les universités publiques, alors qu'est-ce qu'on regarde? Première chose, est-ce que le nouveau bachelier a demandé l'université? S'il n'a pas demandé, on ne regarde pas. Par exemple, je prends le bachelier X. Si nous sommes sur la filière, par exemple, mathématiques informatique de l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire l'université de Cocody, on regarde si le bachelier a demandé l'université Félix Houphouët-Boigny et la filière mathématiques informatique. S'il a regardé, c'est la première étape.
Deuxième étape, on regarde son âge. Il faut qu'il ait un âge maximal de 23 ans. S'il dépasse les 23 ans, il est éliminé d'office. Donc il faut que son âge soit inférieur ou égal à 23 ans. D'ailleurs, ça m'amène à dire la chose suivante, c'est que le critère, c'est l'âge inférieur ou égal à 23 ans. Je précise cela parce qu'après on me dit, oui, l'enfant a 16 ans, le bachelier a 16 ans, il a 17 ans, mais l'autre a... Non. La fourchette, ce qui est donné sur le plafond. On dit que ça doit être inférieur ou égal à 23 ans. À partir de là, qu'il ait 21 ans ou qu'il ait 16 ans, pour nous, il remplit les critères d'âge. On continue sur l'étape suivante. Et en ce moment, entre en ligne de compte les notes au bac. Je dis bien les notes au bac. C'est vrai qu'à un moment donné, on était tenté de faire des notes de moyenne pondérée entre les notes de classe et les notes de bac. Mais on a laissé tomber cette façon de faire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de trafic sur les notes, notamment dans certains établissements privés. Donc on a dit non, on va tabler uniquement sur les notes de bac parce qu'en ce moment-là, tous les apprenants sont évalués sur la même base. Donc on regarde les notes de bac. Et en ce moment, en fonction de la filière, il y a des notes minimales qui sont exigées. Je prends toujours l'exemple de la filière mathématiques informatique, où on dira, bon, ça dépend du type de bac qu'il a. S'il a un bac C, il faut qu'il ait au moins 12 en maths et au moins 10 en sciences physiques. S'il a un bac D, il faut qu'il ait au moins 14 en maths et au moins 14 en sciences physiques. S'il a un bac E, il faut qu'il ait au moins 11 en maths et au moins 10 en sciences physiques. Je peux prendre la philosophie pour ne pas rester uniquement scientifique. Si c'est la philosophie, là, on ne s'occupe pas du type de bac. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il ait au moins 12 en philosophie et au moins 10 en français. Donc, on regarde les critères de notes. Si maintenant le bachelier remplit les critères, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'ensemble des bacheliers qui ont demandé l'université en question, la filière en question, qui remplissent les critères, le critère d'âge et qui remplissent les critères de note minimale. Et ce lot-là, on le classe par ordre de mérite. Par ordre de mérite, c'est-à-dire par ordre de décroissance. Bon, et qu'est-ce qu'on prend comme note pour les classer? C'est la moyenne au bac. On ramène les totaux du bac à 20. Et on a une moyenne sur 20 qu'on sort et on les classe par ordre de mérite. Et après ça, maintenant, on regarde quelle est la capacité d'accueil qui nous a été communiquée par l'université pour la filière donnée. Moi, je prends toujours mathématiques informatiques, où l'université Félix Houphouët-Boigny nous dit, bon, pour la filière mathématiques informatique, nous, on peut prendre 300 nouveaux bacheliers. Donc, on prend les 300 premiers, tout simplement. Monsieur le ministre, quand on vous entend ce soir, oui, on a vraiment l'impression que tout est beau dans le meilleur des mondes. Question, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de grincements dedans, selon les griefs qui vous sont remontés? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces problèmes? Est-ce que la machine fonctionne si bien? Très bien, j'arrive. Si vous voulez, une fois qu'on a fini de faire ça, si le bachelier, son premier choix ne marche pas, s'il n'est pas, par exemple, tout à l'heure, pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, s'il n'est pas parmi les 300 premiers alors qu'il a demandé mathématiques informatiques pour l'université Félix Houphouët-Boigny, en ce moment, on regarde son deuxième choix. Si ça ne marche pas, le troisième. Si ça ne marche pas, le quatrième. Si ça ne marche pas, on va sur le premier choix dans le privé. Ensuite, le deuxième choix, ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça marche. Parce que quand même, ce serait le diable que les 4 choix du public ne marchent pas et que les 4 choix du privé ne marchent pas. Mais si d'aventure ça ne marche pas, ne vous en faites pas. On revient sur le premier choix dans le privé et en ce moment, on regarde un établissement qui a la même filière qu'est-ce qu'il a demandé. Et en ce moment, bon... Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'étudiant qui n'est pas orienté dans la filière de son choix est réorienté, c'est cela? Parce que non, pas du tout. Votre algorithme peut aussi souvent se planter. Des étudiants se sont plaints d'avoir été orientés dans des filières qui n'étaient pas les filières de leur choix. Est-ce que ces dossiers sont examinés et de quelle manière vous comptez y répondre à ces préoccupations? Là, je peux vous assurer que souvent, vous savez, je ne dirais pas qu'il y a du mensonge dans l'air, mais... souvent, l'amalgame qui est fait, c'est le suivant. C'est de dire, bon, on m'a orienté par exemple sur mon 4e choix. Et en ce moment, l'apprenant peut vous dire, non, non, ce n'est pas mon choix, parce que lui, son choix, il pense au premier, en oubliant que si le premier ne marche pas, on voit le deuxième. Si ça ne marche pas, on voit le troisième, ainsi de suite. Donc, on peut très bien vous envoyer sur votre 4e choix, parce que le premier, le deuxième, le troisième n'ont pas marché. Parce que souvent, quand ils se plaignent, en fait, ils font allusion au premier choix, tout simplement. Sinon, l'algorithme est libellé de telle sorte que ce n'est pas possible. S'il n'a pas demandé. Par contre, ce qui peut arriver, je l'ai dit, si on regarde les 4 premiers choix, les 4 choix sur le public, ça ne marche pas. Les 4 choix sur le privé, ça ne marche pas. On revient sur le premier choix du privé.
Et en ce moment, si par exemple, il voulait faire, je dis n'importe quoi, hein, il voulait faire RHCOM par exemple, alors il avait demandé, je ne sais pas, locaux, mais ça n'a pas marché à locaux pour RHCOM. On cherche une autre grande école privée où il y a RHCOM et on l'y envoie. Alors, moi, excusez-moi, Élisée, là vous parlez beaucoup des universités privées, mais je veux savoir, quand ces étudiants sont orientés dans le privé, qui paye? C'est l'État ou ce sont les familles des étudiants? Mais justement, la Côte d'Ivoire, depuis l'époque où Houphouët-Boigny a fait le choix d'orienter tous les bacheliers, soit dans le public, soit dans le privé. Quand ils sont orientés dans le privé, il faut savoir que c'est l'État qui paye les frais de scolarité. S'ils sont en filière tertiaire, l'État paye 300 000 francs par an par apprenant. Subventionne ou paye l'intégralité de la scolarité? Oui, les frais de scolarité. On peut y revenir si vous voulez. L'État paye 300 000 francs par an par étudiant affecté. S'ils sont dans les filières industrielles, c'est 450 000 francs par an par apprenant. D'ailleurs, il y a une filière, bon, c'est vrai que le nombre d'étudiants qu'on y affecte est quasi résiduel, hein, c'est moins d'une centaine, c'est la filière optique-lunetterie. Là, c'est carrément 1 500 000 francs par an par étudiant que l'État paye. Et là, chaque apprenant a au maximum 3 ans. C'est-à-dire, puisque le BTS c'est 2 ans, on peut accepter qu'il redouble une fois, donc au maximum on paye 3 ans. Donc pour tout dire, c'est l'État qui paye. Monsieur le ministre, précision, hein, vous avez parlé de frais de scolarité. Est-ce que ça prend en compte les frais d'inscription? Juste pour préciser. Bon, je crois qu'à ce niveau-là, il faut que... Bon, voilà, des termes techniques. Parce que ma question, c'était un peu ça. Parce que vous dites que l'État paye 300 000. Je suis un peu surpris parce que moi, dans ma famille, j'ai une nièce qui est étudiante dans une université de Port-Bouët. Et il me semble que les frais de scolarité ne s'élèvent pas seulement à 300 000 francs par an. Donc je suis un peu surpris. Bon, d'accord, je vous explique. C'est pas compliqué. Allez-y, monsieur le ministre. C'est pas compliqué. Vous savez, dans les frais de scolarité, il faut faire attention parce qu'il y a les droits d'inscription. Il y a les frais de scolarité et puis il y a les frais d'inscription. Ce n'est pas la même chose. C'est des thèmes différents. Les droits d'inscription sont pratiquement régentés par l'État. Voilà, on peut imposer des droits d'inscription. Ensuite, les frais de scolarité, bon, ça dépend, j'aurais dit, des commodités offertes par l'établissement. Et ensuite, bon, ce qu'on appelle frais d'inscription, c'est la somme des deux. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que les frais d'inscription peuvent être, par exemple, pour une école donnée, mettons 500 000, je dis n'importe quoi, pour une filière tertiaire. Mais l'État a décidé de payer 300 000 pour une filière tertiaire. Donc, ça veut dire que le delta, c'est-à-dire les 200 000 qui sont au-dessus, sont à la charge de l'apprenant. D'où le terme subvention que j'ai utilisé. Ça, si vous voulez, on peut le dire, mais non, le terme approprié pour nous, c'est frais de scolarité. Voilà. Mais cela dit, vraiment, je vais être précis là-dessus, parce que souvent, j'entends des choses qui sont ahurissantes. Quand on oriente et on affecte un bachelier dans un établissement privé, qu'il y arrive, je prends le cas d'une filière tertiaire, il arrive, on dit les frais de scolarité, ou disons les frais d'inscription, si vous voulez, sont de 500 000, et que l'État, lui, ne paye que 300 000. Et l'apprenant estime que les 200 000 supplémentaires, les frais annexes, c'est trop cher pour lui. En ce moment, il a toute l'attitude de changer d'établissement. Il a toute l'attitude de changer d'établissement. Parce que je signale simplement que c'est uniquement après le contrôle physique, parce qu'une fois qu'on a fini d'orienter, dans le public comme dans le privé, après, le ministère passe dans tous les établissements privés pour faire ce qu'on appelle le contrôle physique. C'est vrai, on a dit qu'on vous a envoyé M. X. Mais est-ce que M. X fréquente réellement votre établissement? S'il y fréquente, en ce moment, pas de problème. Au moment de payer les frais de scolarité, on vous paye ces frais de scolarité. Mais si on se rend compte que M. X n'est pas chez vous, il est plutôt dans une autre école, c'est là où il est que les frais de scolarité seront payés. Donc, tout bachelier a toute l'attitude de changer d'établissement s'il estime que là où il a été orienté, ça ne lui sied pas parce que, par exemple, les frais annexes sont au-dessus de ses moyens. C'est quoi le processus avant Élysée? Le processus... Aujourd'hui, on vous a ostracisé, oui. Donc, vous allez dans un établissement, on vous dit que vous devez payer 500 000, alors que vos parents n'ont pas les moyens d'avoir les 200 000 francs de gap. Oui. Vous faites quoi à partir de cet instant? Vous retournez faire une nouvelle demande, vous orientez vers le ministère, ou c'est l'établissement qui vous trouve un autre établissement? Comment ça fonctionne, monsieur le ministre? Non, mais c'est à l'apprenant simplement de changer d'établissement. Il s'en va s'inscrire ailleurs. Parce que, comme je l'ai dit, nous, on ne prend pas pour argent comptant ce qui sort de la commission, en tout cas pour les orientations vers le privé. Parce qu'après, nous passons dans tous les établissements privés, en tout cas homologués, et on fait ce qu'on appelle le contrôle physique. C'est à partir de la base de données des apprenants qui sont effectivement inscrits dans une école donnée qu'on paye les frais de scolarité étatique après.
Élysée. Ok, monsieur le ministre, moi, à vous entendre, hein, vraiment, on a l'impression que tout a été savamment orchestré pour que vraiment l'orientation se passe sans problème. Mais une chose est certaine, depuis 3 à 4 ans, voire 5 ans aujourd'hui, les grincements de dents vont croissant. Ça, au niveau des bacheliers. Les grincements de dents vont croissant et on l'enregistre à chaque jour. Moi, je voudrais comprendre une chose. Est-ce que vous ne pensez pas humblement, monsieur le ministre, que quoique les algorithmes aient fait preuve de performance, il est important d'aller plutôt vers une situation mixte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les algorithmes et puis les hommes. Pourquoi? Parce que j'estime pour ma part, hein, et vous pourrez peut-être me contredire, que dans les orientations, il y a quand même une dimension humaine. Moi, je pense. Je l'explique. Quand un enfant, bon, c'est vrai qu'il y a quelques années, on a eu le bac, mais quand un enfant, par exemple, a grandi et il vit avec sa famille à bien chez moi, par exemple, et qui a eu le baccalauréat, qui demande à venir à l'université de Mans, parce qu'il estime qu'en étant là, il pourra continuer de bénéficier des conditions de travail et de vie qui puissent lui permettre de poursuivre ses études. Mais qui là se voit, par exemple, orienté, c'est un exemple que je donne, à Korogo ou à Boaké, là où c'est un peu difficile. On pourrait dire quelque part que c'est en fonction de ce que vous avez expliqué, en termes de disponibilité qu'on l'a fait. Mais là où, justement, j'ai trouvé qu'on a enlevé le facteur humain dans l'orientation, c'est quand on dit dans la fiche qu'il est impossible de faire des réaffectations ou de faire des permutations. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau-là, vous, je dirais en quelque sorte, vous emprisonnez ou bien vous mettez carrément KO cet étudiant? Bon, je signale que par rapport à ce que vous venez de dire, je rebondis sur la chute. Il y a de cela une semaine, je crois, j'ai été clair avec mes services. Ce bout de phrase, on va l'enlever. Très bien. J'ai été clair avec mes collaborateurs. Ce bout de phrase, toute la nation est informée que ce bout de phrase disparaît. J'ai été clair dessus. Cette phrase disparaît. C'est un sujet à polémique sur ce plateau. Non, ce bout de phrase disparaît parce que quand j'ai rencontré les syndicats d'étudiants, j'ai été clair avec eux que ce bout de phrase, moi j'ai hérité du système avec ce bout de phrase, donc j'ai laissé des consignes fermes pour qu'on me l'enlève. Parce que j'ai été clair, quand un apprenant est affecté dans un établissement privé et que pour X, Y raison, il ne veut pas y rester, il est libre d'aller s'inscrire ailleurs. Je le répète, une fois de plus, les frais de scolarité, nous, on ne les paye qu'après le contrôle physique. Bon, mais cela dit, pour revenir un peu au début de votre intervention, oui, la dimension humaine, elle n'est pas, disons, absente du processus. Il y a, avant la commission d'orientation, même avant les préinscriptions, il y a ce que nous on appelle les jobs, les journées de l'orientation du bachelier. Et pendant les journées de l'orientation du bachelier, on explique suffisamment aux futurs bacheliers ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur en termes de possibilités d'orientation. On leur montre tout ce qu'on a comme parcours type de formation, quels sont les critères d'accès à ces parcours type de formation, quels sont les débouchés en termes d'emploi plus tard. On leur donne suffisamment d'informations là-dessus, disons pendant les journées de l'orientation du bachelier. Et là, la dimension humaine est là. Après, je vous ai dit, on passe par l'algorithme parce que le nombre, il est tel qu'il est impossible de s'asseoir et statuer sur les cas un à un. Ce n'est pas possible. 69 000 bacheliers, ce n'est pas possible. Donc la dimension humaine, c'est sûr, en amont, disons, c'est en amont, pas en aval. Très bien. Monsieur le ministre, cet algorithme, il est infaillible? Vous savez, dans la vie, vous savez, moi je suis un être humain. Hein. On a eu le cas de Facebook, WhatsApp. Si je dis ça, vous-même vous allez dire, mais le ministre infaillible, est-ce que quelque chose peut être infaillible? Mais croyez-moi quand même, c'est un algorithme qui a fait ses preuves, qui a été suffisamment... En pourcentage, 99%. On ne peut pas demander la marge d'erreur, on ne peut pas demander la marge d'erreur, monsieur le ministre. Non, ça je ne... Bon, en tout cas, ce qui est sûr, cet algorithme a fait ses preuves. Vous nous confirmez donc que la commission... Élisée, on va à la pause. On va à la pause. Monsieur Boloubé, on va aller à la pause. On va revenir tout à l'heure. Ils sont 14. À leur arrivée dans la maison, ils se sont partagés la somme de 10 millions de francs CFA. Mais un seul repartira avec sa part. Ils cohabiteront ensemble durant 3 semaines
Et pour espérer gagner le gros lot, ils devront se battre avec courage et acharnement lors d'épreuves collectives et individuelles. Leurs capacités physiques et intellectuelles seront mises à rude épreuve pour gagner un maximum d'argent. Mais attention aux éliminations. Ils seront stratèges, manipulateurs, amis, amoureux, ennemis. Toi-même, Qui repartira avec le gros lot pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Bienvenue dans Inside. Dès le 20 septembre, du lundi au mercredi à 22h15, en exclusivité sur Live TV. Nous sommes de retour sur le magnifique plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, le ministre Adama Diawara, il est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On a parlé de la question d'orientation, mais il n'y a pas que ça. D'autres points intéressent les Ivoiriens, notamment... Oui, la rentrée unique. Donc vous avez décidé d'effectuer une rentrée universitaire unique et au public et au privé. À quoi est-ce que cette décision répond déjà et pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment? Merci pour la question. Vous convenez avec moi qu'une superposition d'années académiques n'est jamais la bienvenue. Vous savez, moi, quand le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en mai 2020, au moment où je prends le ministère, on était en 2020, je vous signale, mais même dans mon UFR où j'enseigne, on était en année académique 2018-2019. Est-ce que vous voyez l'incongruité? C'est ça. On est en 2020, on est en train de faire l'année 2018-2019. Or, on a des étudiants qui doivent finir, par exemple, un master pour aller faire une thèse aux États-Unis, en Europe, au Canada, ou alors qui doivent aller faire un master. Mais ce n'est pas possible. Donc, ça crée des problèmes pour la mobilité de nos apprenants, pour la mobilité de nos enseignants, mais surtout la mobilité de nos apprenants. Et la crédibilité de nos diplômes. Et justement, ensuite, la crédibilité de nos diplômes. Crédibilité, même au plan national. Vous voyez un chef d'entreprise qui regarde notre système d'enseignement supérieur, où on est en année N, comme je le disais à vos confrères de l'autre côté, et puis l'année académique qui est en cours, c'est N-1 ou N-2. Quelle crédibilité? Notamment vis-à-vis de l'extérieur. Quelle crédibilité? Sans oublier que ça impacte négativement la qualité même de notre système. Parce que je vous assure, je suis enseignant créé à main, ne vous en faites pas. À un moment donné, on est obligé d'accélérer les cours. Bien sûr. Et quand on accélère, c'est au détriment de la capacité d'absorption des apprenants. Donc ça réduit d'autant la masse de connaissances acquises. Donc ça dégrade la qualité même de notre enseignement. Alors, donc vous voyez l'un mis dans l'autre, on ne peut pas continuer de la sorte. Donc moi, quand j'ai hérité du ministère, j'ai été clair avec tous les présidents d'université. On s'arrange, on fait des enseignements sous forme hybride. Les niveaux d'études à faible effectif tels que les Masters 1 et 2, vous faites les cours en présentiel. Les niveaux d'études à grand effectif compte tenu de la Covid à l'époque, vous faites les cours en ligne pour qu'on puisse aller vite et on puisse retomber sur nos pieds pour que les années puissent se normaliser. Donc le calendrier avait été conçu de telle sorte que justement on devait retomber sur nos pieds en septembre. On a glissé légèrement pour arriver en octobre. Et je vous assure, si vous ne mettez pas le haut là, mais on va continuer de la sorte. Mais je suis navré de vous le dire, pour toutes ces raisons, quand on classe les 200 premières universités africaines, aucune université ivoirienne n'est dedans. Et moi, ça, je ne peux pas accepter en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Surtout quand je vois ce que mon pays investit dans le système éducatif. Je dis toujours à titre d'exemple, vous prenez le budget 2021, sur les programmes des différents ministères, qui fait quoi, 5 165 milliards, mais vous avez 1395 milliards, soit plus de 27% du budget sur les programmes qui financent les 3 sous-secteurs du système éducatif. Et là-dedans, tu as 246 milliards et quelques. Alors, Monsieur le ministre, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. De chevauchement des années, et je pense qu'il était certainement dû aussi à des facteurs extérieurs comme des crises qu'on a connues. Bien sûr. Et là, récemment, avec la Covid qui a été pour nous, et je pense pour l'enseignement technique et supérieur, une sorte d'apprentissage, parce que finalement, on a dû s'adapter à la technologie.
donc à étudier en ligne pour les étudiants et à transmettre le savoir pour les professeurs. Ouais. Comment vous comptez, dans cette nouvelle ère qu'est la période Covid que nous vivons, adapter le cours pour qu'il soit mixte, c'est-à-dire et en ligne et en présentiel, au cas où on aurait encore une autre crise majeure, je ne le souhaite pas, pour qu'on n'ait pas encore des années qui se chevauchent, parce qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, comment vous arriverez à faire le mix maintenant entre l'enseignement en ligne pour les étudiants et l'enseignement présentiel, et surtout en mettant à jour aussi les professeurs d'université, pour qu'ils s'adaptent à la transformation digitale? Comme on l'a dit, hein, quelque chose malheur est bon. La Covid nous a obligés à nous adapter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque moi j'ai hérité du ministère en mai 2020, les structures d'enseignement supérieur, à l'image de toutes les structures éducatives d'ailleurs, étaient fermées. Bon, quelques jours après, Dieu merci, le Conseil national de sécurité a autorisé la réouverture des structures. Mais on a dû s'adapter, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on a pris tous les niveaux d'études à faible effectif, notamment le Master 1 et le Master 2. On a continué à faire les cours en présentiel, que ce soit les cours magistraux, les travaux dirigés comme les TP en présentiel, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Par contre, les niveaux d'études à grands effectifs tels que les licences 1, 2 et 3, surtout les 1 et 2, on a été obligé de faire les cours en ligne. Et là, on s'est adapté. Vous voyez, généralement, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je prends par exemple l'université de Mans, on a dû utiliser la visioconférence Zoom. Les autres universités, notamment Félix Houphouët-Boigny, on a dû utiliser la visioconférence Microsoft Teams. C'est ce qu'on a fait, hein, en réalité. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire est un bon exemple? Oui, bien sûr, l'université virtuelle est pionnière en la matière. Elle est pionnière en la matière, mais justement, je vous signale que l'université virtuelle a aidé énormément les autres universités. Hein. A aidé énormément les autres universités. D'accord. Monsieur le ministre, il y a une question qui me taraude un peu à l'esprit, c'est la question des recrutements au niveau des enseignants au supérieur. Oui. Il faut dire que ça aussi, depuis un certain temps, quand même, ça fait un peu de grincement de dents, parce qu'apparemment, le système aurait été revu. Avant, c'était le ministère qui chapeautait, mais maintenant, on a donné la latitude aux universités de pouvoir eux-mêmes lancer les recrutements de leurs enseignants. Mais il s'avère que dans ce système-là, c'est encore décrié, ou du moins le mode de recrutement est encore décrié. Certains enseignants estiment qu'ils sont lésés et que les processus ne sont forcément pas les plus fiables et les plus clairs. Alors qu'aujourd'hui, on sait quand même qu'au niveau du CAMES, les résultats sont très bons pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Pourquoi on a ce système-là? Qu'est-ce qui explique ça? Non, mais vous savez, bon, le monde intellectuel est ainsi fait. On pinaille parfois sur des détails. Vous savez, c'est un processus qui est dynamique. Au fur et à mesure, on essaie de corriger. Mais aujourd'hui, bon, je vous assure, à l'époque, j'étais encore conseiller du président de la République. Je fais partie de ceux-mêmes qui ont milité fortement en faveur de l'instauration d'un vrai concours de recrutement des assistants. Okay. En ce sens qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de dire, bon, j'ai une thèse, vous venez vous déposer une thèse et puis on vous recrute. C'est terminé. Maintenant, c'est un vrai concours. Vous passez devant un jury, on vous écoute, on regarde vos travaux de thèse, vos travaux de recherche et on vous pose des questions même sur votre discipline. J'ai été souvent membre de jury, donc je sais comment ça se passe. On vous pose des vraies questions sur vos disciplines. Et ensuite, vous êtes noté et on vous classe. C'est exactement, on revient à ce que je disais tout à l'heure. On vous classe en fonction de vos notes et après cela, on regarde quel est le besoin en enseignant dans votre spécialité. Si par exemple, on a besoin de 2 personnes dans votre spécialité, on prend les 2 premiers. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous savez, les gens peuvent toujours dire des choses, mais une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Okay. Mais sinon, on a fait l'effort de faire en sorte que le processus soit le plus objectif possible. Allez, tout ça. Monsieur le ministre, est-ce que l'enseignant crée à main à observer les conditions de vie ou d'études des étudiants de Côte d'Ivoire? Les campus sont en sureffectif. Les chambres? Les chambres, n'en parlons pas, dans des états totalement ahurissants. Plusieurs cités universitaires sont fermées. Quelle réponse comptez-vous apporter à cette situation? Merci. Je pense qu'à ce niveau, mon intervention va se faire sur 2 plans. Le premier, je vous plante le décor de façon générale, vraiment de façon véridique, sans faux fuyant. Après, je répondrai de façon claire à votre question. Alors, la première des choses, il faudrait que les Ivoiriens sachent que l'enseignement supérieur, le système éducatif de façon générale et l'enseignement supérieur de façon particulière, ça coûte cher. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez 27% du budget, en tout cas financement des programmes. Sur le budget 2021, financement des programmes de l'ensemble des ministères, vous avez un peu plus de 27% de ce budget qui est alloué aux 3 sous-secteurs du système éducatif.
Et je vous assure que la Côte d'Ivoire est un bon élève, voire le premier élève en la matière dans la sous-région. Parce que les autres peinent à faire 20%, là où nous on fait 27%. Donc ne demandez pas à l'État de Côte d'Ivoire de faire plus. Parce qu'il n'y a pas que l'école. Donc déjà ce qui est fait par l'État est à saluer. Bon, mais cela dit, il y a ce qu'on appelle le coût unitaire de formation optimal. Dans la zone UMOA, le coût unitaire de formation optimal, c'est-à-dire l'idéal serait qu'on investisse 1 500 000 francs par apprenant par an. Ça, c'est le coût unitaire optimal de formation. Mais en réalité, si je prends par exemple les chiffres qui sont publiés par l'étude de 2016, on était aux environs de 1 049 000 francs. Ce qui est effectivement mis sur un étudiant ivoirien pour sa formation. Mais croyez-moi, comparé à d'autres systèmes éducatifs, quand on rapporte tout ça en PIB par tête d'habitant, on est de loin au-dessus. Donc ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire fait énormément. Il ne faut pas demander plus. En réalité, c'est vrai, on dira le delta par rapport aux 1 500 000 francs, ça va en dégradation de la qualité du système. Mais en réalité, il faut que derrière, les apprenants, via leurs parents, puissent mettre un peu plus la main à la poche. C'est des vérités que les gens n'aiment pas entendre. Les familles n'ont pas parfois les moyens aussi, monsieur le ministre. Non, je suis d'accord. Mais l'État aussi a ses contraintes budgétaires qu'il ne faut pas nier. Vous savez, c'est toujours, c'est toujours cette quadrature du cercle, hein, entre les moyens dont dispose l'État et la croissance démographique. Parce qu'on peut rassurer au moins, est-ce qu'on peut rassurer au moins sur les amphis, les étudiants, les parents, que des choses seront faites bien sûr, quand vous avez fini de planter le décor? Je reviens justement pour répondre maintenant à votre question. Actuellement, nous avons entrepris au niveau infrastructurel de construire un certain nombre d'équipements, d'infrastructures. Si vous allez par exemple à l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody, vous allez voir qu'il y a des amphis qui sont en train d'être construits, des bâtiments de TD sont en construction. Vous avez un restaurant qui est en construction. Vous allez à l'université Nangui-Abrouga, vous avez un restaurant qui est en construction. Vous allez à Daloa et à Korogo, il y a de nouvelles résidences universitaires qui sont en construction. À Abidjan, c'est vrai qu'au moment de la réhabilitation des universités publiques existantes à l'époque, on avait réhabilité uniquement les cités universitaires de Cocody. Et actuellement, on est en train de réhabiliter ce qu'on appelle les cités périphériques, c'est-à-dire Abobo 1 et 2. Williamsville, c'est fini. 220 logements. Mais ça a été refermé, Williamsville. Je peux répondre, pas de problème. 220 logements, c'est terminé. On y a déjà logé des étudiants. Port-Bouilly 1 et 2, c'est terminé. On y a logé des étudiants. Port-Bouilly 3, ça va finir bientôt. Tout comme on ne verra plus des étudiants dormir dans les amphis. Ben justement, là, j'ai donné des instructions claires. Moi-même, j'ai envoyé mes collaborateurs sur le terrain. Et on est allé voir à l'université Félix Houphouët-Boigny, il y avait 300 étudiants qui squattaient les salles de cours. Et à Bobo Adjamé, à Nangui-Abrouga, si vous voulez, il y a 113. Vraiment, c'est les chiffres précis qui squattaient les salles de cours. Et j'ai donné des instructions fermes. Les 113 de l'université Nangui-Abrouga seront systématiquement logés à la cité de Williamsville. Et ça a été fait. On va ouvrir bientôt, on avait refermé pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais, monsieur le ministre, on est malheureusement à la fin de notre... Mais dites à la régie de nous donner 2 minutes, on a le ministre là. On ne pourra pas vous demander, on ne pourra pas pour les 300, c'est pareil. Ils seront logés dans les cités de Cocody. J'ai laissé des instructions fermes là-dessus. Merci, monsieur le ministre. Ça a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous ce soir et surtout des réponses aux questions que se posaient de nombreux Ivoiriens. C'est vrai qu'on a d'autres questions. S'il vous plaît, on peut conclure cette émission? On devrait le recevoir encore une fois. On devait quand même noter que le ministre merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On va marquer une pause ici pour notre rendez-vous de ce soir. Vous donnez rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour une soirée décryptage. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur l'école ivoirienne et sur la Côte d'Ivoire. À demain.